Bonjour, je suis Elsa Vasseur, je suis professeure adjointe au département des sciences animales de l'Université McGill et aussi la titulaire de la chaire de recherche industrielle sur la vie durable des bovins laitiers pour lequel je vais vous présenter aujourd'hui les aspects longévité. Donc, le démarrage de la recherche sur les aspects longévité a démarré avec en fait un premier élément de contexte qui était que les producteurs de lait ont du mal à garder les vaches dans leur troupeau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on reviendra un petit peu plus tard sur les résultats en tant que tels, mais finalement, la longévité des vaches, c'est en dessous d'une troisième lactation. Quand si je reprends finalement les travaux qui ont été menés par Doris Pellerin de l'Université Laval depuis les années 90, l'âge d'or d'une vache, c'est sa quatrième lactation. Ça veut dire que ça prend une quatrième lactation pour une troisième lactation pour commencer à avoir une contribution positive au bénéfice de l'emploi. Donc, le constat qui avait été posé, c'est finalement, est-ce que si on améliore le confort, on peut aussi augmenter la longévité? Et ça, je vais vous présenter les résultats d'études épidémiologiques qui ont été menées à travers le Canada. Donc ici, c'est les résultats de ma collègue Marianne Viltas-Robichaud. Ce qu'on avait regardé dans une centaine de fermes ici en stabulation travée, c'est quels sont les liens entre confort et productivité. Donc, ce qu'on a vu, par exemple, c'est que si on prend la production moyenne corrigée, lorsqu'on augmente le temps de repos ou lorsqu'on on change la hauteur de la barre pour qu'elle soit adaptée aux dimensions des vaches, on a une contribution positive, c'est-à-dire qu'on va augmenter la production moyenne corrigée en kilogrammes. Sur les aspects longévité, quand on comparait les mesures qu'on avait prises en ferme, donc ici par exemple la quantité de stalles ou le nombre de stalles avec la litière très mouillée ou le temps de repos, avec d'autres éléments finalement des données lactanet, ici le taux de remplacement, on voyait que quand on avait finalement une litière trop mouillée dans un certain nombre de stalles, on augmentait le taux de remplacement ou quand on avait finalement un temps de repos qui n'était pas tout à fait adéquat, on diminuait le pourcentage de troisième vache en lactation. Dernier aspect, le lien avec la rentabilité. Ici, ce qu'on avait calculé, c'est la marge par vache sur les coûts de remplacement et à la fois des mesures de résultats du bien-être comme le temps passé couché. Donc, quand on augmentait le temps moyen passé couché dans le troupeau, on augmentait la marge. Par contre, quand on avait des stalles avec la litière très mouillée, on diminuait cette marge par pourcentage de stalles pour lequel on avait de la litière très mouillée. Donc, ces résultats qui ont été mesurés dans un petit nombre de fermes nous ont auguré de dire bon finalement il y a vraiment un lien entre confort et longévité, confort et profitabilité. On va essayer de le creuser. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a établi la chaire de recherche industrielle en 2016 à l'université McGill avec les partenaires industriels. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a revisité le concept de longévité sur la base des travaux de recherche qui ont été menés sur des données qui ont été collectées dans des troupeaux laitiers du Québec. Et je vais vous présenter trois aspects. Un, c'est quoi le statut actuel? Deux, quels sont les bénéfices cachés de la santé et du bien-être animal? Et trois, quel type d'outils on a développé pour essayer de sélectionner les meilleures candidates à garder pour une autre lactation. Donc, point numéro un, quel est le statut actuel de la longévité dans les troupeaux laitiers au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Et ça, c'est une revue de littérature critique qu'on vient juste de publier et c'est les travaux de mon étudiant au doctorat, Gabriel Dalago. Donc, premier aspect, d'abord, on s'est posé la question, finalement, c'est quoi la longévité? Comment on la définit et comment on la mesure? Et le premier aspect lié à la longévité, c'est les aspects de réforme. Donc, il y a deux types de réformes. Il y a la réforme volontaire, c'est-à-dire que la vache est en santé et, une vache en santé est fertile et réformée pour cause faible de production de lait. Okay, donc ça, c'est ce qu'on espère faire. Et la réforme involontaire, c'est quand finalement, c'est ou la santé ou la fertilité qui sont la raison pour laquelle l'animal va quitter le troupeau. Ici, c'est les résultats de l'incidence de la réforme dans les troupeaux canadiens. Finalement, c'est le même type de résultats qu'on trouve à travers différents pays dans le monde, mais on voit qu'il y a une grosse différence et que le gros de la réforme, c'est la réforme involontaire. Donc,
Longévité, qu'est-ce que c'est? Il y a trois types de définitions qui sont le plus usuelles dans la littérature. La longévité vraie, donc c'est une capacité à retarder la réforme. La longévité fonctionnelle, c'est finalement la capacité à l'animal de retarder la réforme involontaire et ajuster sur la production de lait. Et la longévité résiduelle, qui est la durée de vie ajustée pour tous les traits de sélection génétique. Quand on prend les mesures, on a deux types de mesures et ça, on va continuer à travailler là-dessus dans le reste de la présentation. On a des mesures qui sont notre capacité à rester dans le troupeau, la capacité de l'animal à rester dans le troupeau. Donc, par exemple, l'indication si un animal est vivant à un moment donné, c'est le cas quand on prend le pourcentage de vaches en troisième lactation plus, et des mesures de durée de vie pour à chaque stade de vie complété, par exemple la durée de vie productive. Donc, ce qu'on a fait, c'est, si on veut essayer de comprendre le lien entre production et longévité, par exemple, on est allé regarder quels sont les pays qui reportent d'abord des données de production et des données de longévité. Et ce qu'on a fait, c'est que après un tri, en fait, ça a été assez compliqué parce que si on est capable de trouver des données de production laitière, des données sur la longévité sont assez compliquées à faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé là où on était capable de trouver des informations pour calculer la longueur de vie productive, ce qui nous a donné qu'on a retenu 10 pays, les 10 pays premiers producteurs de lait. On a été regarder en fait la tendance au fil du temps de la production laitière et de la vie productive. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que de 1960 à aujourd'hui, la production a augmenté. Donc là, effectivement, grande nouvelle. Mais la plus faible production, c'est pour le Brésil, avec une augmentation de 18 kilos par an. Et la plus forte, en fait, depuis les années 60, c'est les États-Unis, avec une augmentation de 129 kilos. Donc les améliorations, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est lié à la nutrition, à la génétique, à la santé animale et à la gestion. Quand on regarde les aspects sur la longévité, là, on est un peu ailleurs. Et en fait, on a trois types de scénarios différents. D'abord, pour la majorité des pays, donc 6 pays sur 10, on a une diminution de la longévité. La plus faible, c'est pour l'Irlande, avec une diminution de 0,9 par an. Et la diminution la plus forte, c'est pour la Pologne, avec une diminution de 3 ans. Okay. De manière peut-être non surprenante, la longévité en Nouvelle-Zélande, elle a augmenté. C'est le seul pays sur les 10 pays sur lesquels on a été capable de travailler pour lequel il y a une augmentation de la longévité, donc une augmentation de 1,85 ans. Et de manière peut-être plus surprenante, il y a 3 pays pour lesquels la longévité est restée la même. Les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et vous voyez finalement, à travers les décennies sur lesquelles on a travaillé, on avait une longévité qui était déjà assez basse, c'est-à-dire autour de 3 lactations, 3,20. Donc, qu'est-ce que nous dit, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les différences de longévité? Donc, si on regarde l'aspect production laitière, finalement, on a 2 fois plus haute production laitière au Canada qu'en Nouvelle-Zélande, et quand on regarde la longévité, elle est 2,5 fois plus basse. Donc oui, il y a des liens entre la production et la longévité. Le système de production, définitivement un enjeu ici. Les pays où la longévité a diminué partagent les mêmes caractéristiques. C'est des pays pour lesquels les animaux sont en confinement et pour lesquels il y a un niveau d'intrants élevé. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, au contraire, c'est un système basé sur les pâturages avec un niveau d'intrants faible, et reporté, finalement, c'est des systèmes pour lesquels on a des insistances qui sont plus faibles, des problèmes de repro, boiterie et mammites, qui sont finalement les causes principales de la réforme. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur cette revue de littérature? On a appris qu'il n'y a pas d'uniformité sur le report de la longévité entre les pays. Finalement, il n'y a pas de mesures standardisées. C'est assez compliqué. Il a fallu qu'on fasse des calculs pour être capable de calculer en fait cette longévité. Et les mesures qui sont utilisées se focalisent principalement sur la fin de vie, voire sur la réforme. Et on n'a finalement pas de mesures sur le début de la vie ni tout au long de l'animal. Donc, c'est assez compliqué pour aller prendre des décisions sur savoir quelle vache devrait être retenue dans le troupeau, quelle vache devrait être. Ce qu'on a appris aussi, c'est que la longévité et la production laitière ne vont pas nécessairement de pair, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, effectivement, les systèmes de production similaires pour les pays pour lesquels la longévité a diminué ont les mêmes caractéristiques.
Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment d'essayer de développer des indicateurs précoces pour identifier les animaux qui sont le plus à même d'atteindre leur plein potentiel. Le plein potentiel étant non pas tellement la production, mais vraiment la rentabilité. Puis, quelles pratiques, finalement, pourraient expliquer les différences de profitabilité? Et y a-t-il des différences pour différents stades de vie? Et quel type d'indicateurs on pourrait développer pour ces qui nous amène au deuxième point de la présentation, qui est finalement quel est l'impact de la santé et du bien-être sur la production, la profitabilité et la longévité. Et je vais vous présenter des résultats qui viennent tout juste d'être publiés, qui sont les résultats de maîtrise de Maria. Donc, nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est quels sont les coûts cachés de la maladie. Et le travail qu'a fait Maria, c'était de comprendre, est-ce que la première fois peut ici être la dernière, savoir est-ce que l'impact de la première incidence de mamite ou de boiterie peut avoir quels sont les résultats finalement économiques qui pourraient être liés à sa production et longévité. Donc, de la même manière que pour le travail de Gabriel, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé, par contre, des données de troupeaux de Lactanet, des données québécoises. On a démarré avec 848 troupeaux. Quand on a fait notre tri pour la sélection, pour la boiterie et la mamie, on a été finalement capable de retenir 120 troupeaux pour lesquels on avait des bons registres. Et puis, vous voyez, 39 000 animaux d'un côté et 15 000 animaux pour le volet boiterie. Donc, on a travaillé sur 4 stades de lactation, puis on est allé regarder des variables de production, la production laitière cumulée, le gras cumulé, la protéine cumulée, et des variables économiques, la valeur en lait cumulé, la marge alimentaire et la marge. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ce qu'on a trouvé, c'est que la maladie, elle compromet et la production et la rentabilité. Donc ici, sur le graphique, ce que vous voyez, c'est la production laitière, la marge sur la marge alimentaire et le gross, c'est le gross profit, c'est la marge. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est la différence finalement entre les animaux qui ont eu un épisode finalement de mamite par rapport à ceux qui ne l'ont pas. C'est pour ça qu'on a des différences. Okay, et quand on compare les vaches saines avec celles qui ont eu un premier événement de mamite, qu'importe le stade de lactation, donc transition early, mid, late, donc transition tôt, moyenne ou à la fin de la lactation, on a finalement une plus faible production, une plus faible marge alimentaire et une marge nette. Aussi, quand on regarde finalement la différence entre la marge nette et la marge alimentaire, on voit que finalement, on a une perte de profit qui est jusqu'à 3 fois plus élevée pour ceux de la marge alimentaire. Enfin, un élément assez intéressant, c'est que contrairement à la littérature disponible, un épisode de mamite en fin de lactation génère les pertes les plus importantes, ce qui était effectivement ce qui avait. Quand on regarde les résultats boiterie, ici encore, quand on compare les vaches saines au primipare qui a eu un événement de boiterie, qu'importe le stade de lactation, on a une plus faible production, une plus faible marge nette et une plus faible marge alimentaire. Hein. Puis ce qu'on trouve ici, c'est que quand on compare la marge nette à la marge alimentaire, hein, donc on enlève les coûts des traitements et le lait jeté, on a jusqu'à 1,6 fois plus élevé que ceux de la marge alimentaire. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi? C'est que quand on regarde les différents stades de lactation auxquels le premier événement peut arriver, on se rend compte qu'un épisode de boiterie pendant la période de transition génère les pertes les plus importantes. Donc, vous voyez ici jusqu'à 1000 kilos de moins et jusqu'à 1000 dollars de moins à travers la lactation. Aussi, la mamite et la boiterie augmentent jusqu'à 2 fois le risque de réforme. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé et pour la mamite et pour la boiterie. Donc la manière dont on lit le graphique ici, c'est le pourcentage finalement de réforme avant 35 jours. Et sur la gauche, donc, vous avez la mamite pour laquelle on a pour les différents stades de lactation. Ce qu'on rencontre finalement, c'est que pour la mamite, c'est vraiment quand on a un épisode de réforme au milieu de la lactation, comme pour la boiterie, pour lequel on augmente de manière significative finalement le risque de réforme par rapport à un animal sain, qui sont les éléments rayés ici sur le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que mamite et boiterie, ça va diminuer la production et le profit jusqu'à 1000 kilos
et jusqu'à 1 000 $ par vache malade. Et ça, c'est sur les chiffres sur les troupeaux québécois. Et quand on augmente le risque des réformes, on l'augmente jusqu'à 2 fois au cours de la première lactation. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? En fait, on a appris que la décision de réformer ou de garder une vache, elle était finalement pas nécessairement dictée par les pertes de production ou de profit. Et ça nous a amené à nous dire que finalement, pour les prochaines étapes, ça serait intéressant qu'on développe des outils pour connaître la valeur réelle des pertes et profits qui aideraient les producteurs à mieux sélectionner les candidates à garder dans les troupeaux pour une plus grande rentabilité. Okay. Et c'est là où on s'est orienté pour la dernière partie finalement de la présentation. Donc là, on a essayé de regarder quels étaient les outils pour aider à sélectionner les meilleurs candidats à garder dans les troupeaux. Et c'est des travaux pour lesquels on est en train de valoriser les résultats dans des papiers, mais qui ont été présentés à plusieurs conférences. Et c'est vraiment le travail qui a été mené par Daniel Warner, qui était postdoc avec moi et aujourd'hui analyste. Donc, on a travaillé en collaboration avec notre partenaire et notamment les vétérinaires de l'Université de Montréal. On a travaillé avec des producteurs, des conseillers des vétérinaires, on a fait des focus group. Et ce qu'on a essayé de comprendre, c'était quoi les décisions pour la réforme. Alors, il y a deux niveaux très importants d'informations qu'on a trouvés. D'abord, la prise de décision pour garder une vache, souvent basée sur des événements qui sont au cours de la lactation actuelle et pas sur des éléments qui sont passés finalement les lactations précédentes. Et donc ça confirme un petit peu les résultats qu'on avait trouvés avec Maria. Et la deuxième chose qu'on a trouvée, c'est que finalement les producteurs sous-estiment souvent les coûts cumulés qui seraient liés finalement qu'on regarde les animaux à travers les lactations. Donc c'est là où on s'était dit finalement on pourrait développer une prise de décision qui soit basée sur des analyses coûts des bénéfices, basée sur notre capacité à garder une vache dans le troupeau pour une lactation supplémentaire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les différences entre les vaches qui sortent et celles qui restent. Donc, on a travaillé sur 114 troupeaux laitiers. C'est une base de données historique qui avait déjà été utilisée par un étudiant en doctorat de l'Université McGill. Puis finalement, on a travaillé à peu près avec 23 000 vaches pour lesquelles on avait une lactation terminée. Pour les coûts, on a regardé 4 types de coûts, l'alimentation, les maladies, les 8 maladies qui sont recueillies par les vétérinaires et les producteurs et qui se retrouvent après dans la base de données de la planète, les services de SAI et les coûts supplémentaires qui seraient associés aux problèmes de santé ou aux SAI supplémentaires. Pour les profits, on a regardé 3 valeurs, donc les mêmes finalement que pour les travaux de Maria. On a regardé la valeur du lait, la marge alimentaire et la marge nette, donc sur tous les coûts. Ok, deux types de comparaison. On a comparé les vaches qui restent dans le troupeau et les vaches qui sortent dans le troupeau, puis on a fait deux types d'analyses. Qui sont sur les valeurs cumulées. On a regardé à la durée de la vie productive, donc c'est quand on cumule les lactations 1, 2, 3, 4. Puis on a aussi regardé sur chacune des lactations. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats sur la durée de vie productive en regardant donc l'ensemble des lactations. Donc, quand on regarde la différence ici, donc on a deux graphiques. On a sur la gauche le graphique de coût, sur la droite le graphique de profit. Mais à chaque fois, finalement, on représente la différence entre les vaches qui sont sorties et ceux qui sont restés pour une lactation supplémentaire. Donc ici, lorsqu'on regarde les coûts, on regarde les coûts d'alimentation, on regarde les coûts de maladie. Effectivement, puisqu'on cumule d'une lactation à l'autre, ça augmente au cours du temps. Ce qu'on trouve, par exemple, c'est que les coûts sont plus élevés pour les vaches qui sortent à la fin de la lactation que celles qui vont rester. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde au niveau des prix, au niveau des profits, par exemple, on voit que la valeur de lait est plus élevée pour les vaches qui sont sorties. Hein. Par contre, quand on regarde au niveau de la marge nette, vous voyez, on est plutôt à peu près à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet significatif sur la marge nette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, quand on enlève les coûts d'alimentation, les coûts de maladie, on se retrouve que les vaches qui sortent sont les vaches les plus rentables. Okay, et ça incite vraiment à penser que si on considère les coûts et les profits cumulés, des vaches rentables auraient été finalement remplacées au détriment des vaches peu rentables. Hein. Donc si on regardait l'ensemble
En fait, ça va à l'envers. C'est-à-dire, si on regardait vraiment les coûts et les profits cumulés, on serait capable d'avoir sélectionné, peut-être, de garder des animaux peut-être plus rentables dans le troupeau que le choix qui a été fait. Donc, deuxième aspect, pour comprendre la contribution de chaque vache à la rentabilité du troupeau, on a développé en fait un prototype d'outil d'aide à la décision. Deux aspects. On a un aspect visualisation qui nous permettait en fait de regarder au niveau du troupeau par rapport à la population, donc finalement comment le troupeau se retrouve par rapport à ses pairs. Puis on a regardé aussi au niveau de la vache individuelle dans un troupeau de choix. Okay, donc le producteur peut regarder comment un de ses animaux, une de ses vaches fonctionne par rapport au reste de ses vaches. Donc l'idée effectivement c'est de faire des comparaisons avec les pairs, avec des aspects cohortes tels que dépendamment de la région, de la stabulation, etc. Et aussi de faire une comparaison par rapport à soi-même. Donc comment est-ce que moi j'ai fait et où est-ce que je me trouve par rapport à moi. Donc, c'est un prototype qui a été développé, encore une fois, avec les conseillers, les vétérinaires et les producteurs. Donc, c'est pas un outil final, mais je vais vous montrer ici quels sont les éléments, en fait, de cet outil de la décision. Donc, en haut, on a une question de choix. On choisit finalement des aspects de coût, des aspects de cohorte. Puis, les deux graphiques nous permettent de visualiser et les coûts et les profits, en fait, de manière simultanée. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Donc, on va sélectionner un troupeau pour lequel on va regarder les coûts ici. On va choisir les coûts liés à la maladie. Et puis, pour la profit, on va regarder finalement la marge nette. OK? Donc, ce qu'on regarde en fait, c'est qu'on regarde chacune des lactations. Donc, ici, ce qu'on a au niveau de la vache, c'est qu'on suit la vache, donc le point bleu, à travers la lactation 1, 2, 3, 4. OK? Puis, ce que ça nous dit, effectivement, ce que ça nous dit, c'est on est en train de comparer en fait par rapport au quartile. Quand on a une vache qui est au-dessus de la croix, ce que ça nous dit, c'est que finalement cette vache, elle a des coûts de maladie qui sont supérieurs par rapport ici dans le cadre du troupeau. Quand ça sera en dessous de la croix, ça veut dire qu'on aurait une vache qui aurait des coûts inférieurs. Ici, pour la marge nette, la même chose, en fait, mais ça va à l'envers, c'est-à-dire que la marge nette augmente quand on est au-dessus de la croix, elle diminue quand on est en dessous. Donc, qu'est-ce que ça nous montre ici? Ici, ça nous montre en fait qu'une vache qui avait déjà démarré pas rentable dans sa première lactation, éventuellement, elle devient pas rentable à travers les lactations. Hein, et puis, on voit que les coûts qui sont associés, par exemple, ici aux maladies, elles vont continuer à augmenter à travers. Donc ça, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que finalement, il était possible d'identifier les vaches qui ont le plus contribué à la rentabilité de troupeau, puis aussi que les vaches dont les coûts initiaux sont élevés ne seront probablement jamais rentables. Et on a été capable de développer un outil d'adaptation qui nous permet en fait de regarder ces deux éléments-là, et notamment de prendre en compte les coûts et les revenus cumulés dans le processus décisionnel. Ok? Donc, c'est un prototype. Effectivement, il y a du travail à faire pour essayer de l'améliorer, mais l'idée, c'était qu'on peut en fait développer des outils à décision simples et interactifs avec des repères utiles. Et c'est là où on va se lancer pour les prochains aspects. Donc, où est-ce qu'on s'en va dans la charte? Je vous invite à aller regarder finalement la thèse en 180 secondes de Gabriel, mais je vais représenter ici quelques aspects sur lesquels on va se pencher. Donc d'abord, on va regarder au niveau de la vie fétale ou d'avant finalement la naissance. On veut regarder quel est l'effet de la condition de la vache autour de la conception et durant la grossesse et comment ça peut avoir un impact sur la longévité, la rentabilité et la productivité de la progéniture. Le deuxième niveau de travail, ça va être finalement au niveau de la période d'élevage. C'est avant finalement que la vache devienne une vache. On veut aller regarder quelles sont les pratiques de gestion durant le stade de vie vogénis qui peuvent être associées à un futur état de bien-être, longévité et rentabilité des vaches adultes. Puis, le dernier aspect sur lequel on va regarder, c'est finalement quel est le lien entre les réponses animales du bien-être du troupeau et la longévité, la rentabilité et la productivité. Et ça, c'est aussi des résultats qui sont présentés dans le cadre du forum.
dans le cadre d'une affiche de Gabriel où on regarde finalement en utilisation les résultats de Proaction, comment sont liés finalement aux résultats qu'on peut trouver dans la base de données. Donc, beaucoup de travail. Effectivement, il y a toute une équipe derrière. Donc ici, je prends le soin de remercier mon équipe. Donc ça, c'est tout le staff et les étudiants qui sont derrière ces travaux de recherche. Ça ressemble plutôt à ça aujourd'hui, on l'espère, pour seulement quelques semaines. Puis, je vais prendre le soin ici de remercier mes partenaires industriels et le CRSNG. Puis, vous pouvez trouver plus d'informations sur nos travaux, notamment sur notre blog. Merci beaucoup.